Vous écoutez Fréquence Évasion, c'est le grand forum. Nous allons retrouver dans quelques instants Michel Rocard. À tout de suite. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. C'est le grand forum Fréquence Évasion en compagnie de Michel Rocard. Alors vous vous souvenez tous de Michel Rocard, évidemment, qui était Premier ministre sous le gouvernement Mitterrand. Alors Michel Rocard, vous êtes rentré au PS au moment de la guerre d'Algérie, ça a été le déclic. J'ai même adhéré au PS en 1949. Le PSU était le produit d'un départ, d'une scission à cause de la guerre d'Algérie. Je fête mes 58 ans de parti. Alors Michel Rocard, on connaît vos positions contre la décentralisation, contre la nationalisation à 100%. C'est quelque chose qui vous a marqué dans les années 70. Oui, et puis le fait qu'on ait renoncé à tout ça montre bien que j'avais raison. En fait, des idées sur lesquelles je me suis battu, celle qui tient, c'est la décentralisation. Alors Michel Rocard, vous êtes pour donner plus de pouvoir aux régions. Je suis pour donner plus de pouvoir aux régions, mais y compris les dotations financières nécessaires à ce qu'elles assument leurs attributions, ce qui n'a été fait que bien imparfaitement à propos des lycées. Alors vous avez occupé plusieurs ministères, quelles ont été les avancées, quelles ont été les actions à l'époque que vous avez mis en place? Alors comme ministre du Plan, je suis l'inventeur des contrats de plan, qui a eu l'avantage énorme de restaurer un peu la dignité des régions dans leurs négociations, les a mis souveraines devant l'État au lieu d'être une collection de mendiants, et a amené à globaliser la vision de l'avenir. Ça a même permis d'arracher quelques financements d'État pour des projets locaux retenus dans le plan, et ça a amené les financements locaux à accepter de s'investir dans des projets d'État pour les régions, puisque l'État avait gardé la tradition d'être le grand financier des équipements. Ça a été très important. Au point d'ailleurs que ça s'est étendu aux grandes entreprises publiques, mais après. Alors pour l'agriculture? Alors pour l'agriculture, je suis l'auteur de beaucoup de choses, puisque c'est moi qui ai eu à mettre en place les quotas laitiers, en ma qualité à l'époque de président du Conseil agricole européen, puisque la France a eu la présidence pendant que j'étais en fonction. J'ai aussi fait une réforme générale des services, en les regroupant. Il y avait 7 services différents qui n'avaient pas d'autorité commune pour parler de l'agriculture avec les préfets ou les partenaires sociaux. C'est également moi qui suis à l'origine du changement du traitement du vin sur le marché européen. La distillation est devenue obligatoire, massive et mal payée, de manière à être un peu dissuasive, mais à distiller suffisamment pour que, en vin de table, pas les appellations ni les vins de pays, les vins de table seulement, pour qu'en vin de table, l'offre arrivant sur le marché soit un peu inférieure à la demande, ce qui fait que le marché joue son rôle et il a repris toute sa fonction. Aujourd'hui, Michel Rocard, quelle est votre position sur la politique agricole commune? Qu'il faut aider à son évolution très progressive, mais qu'en effet, les subventions directes à l'agriculture, celles qui ont une incidence sur les prix, ne sont plus acceptées sur le marché mondial et il va falloir faire autrement. Mais c'est vrai que si nous voulons garder notre territoire occupé, éviter la diversification de nos campagnes, il n'y a aucun doute, il faut continuer à aider ceux des agriculteurs qui sont en montagne ou dans les zones marécageuses ou dans des zones de toute petite propriété à survivre, ce qui ne pourrait pas faire sans ça. En tant que Premier ministre, Michel Rocard, on vous connaît aussi pour les accords de Matignon qui entérinent les droits de la Nouvelle-Calédonie. Oui, mais je suis aussi l'homme qui a sorti de leur statut de ghetto dans lequel ils étaient en train de mourir 2 entreprises qui en ont Renault et Air France, menacées de faillite toutes les 2 quand j'ai pris mes fonctions. Elles sont maintenant dans les 3 premières mondiales de leur spécialité chacune. Et c'est moi également qui ai transformé le ministère des Postes et Télécommunications en 2 entreprises, La Poste et France Télécom, performantes et qui se conduisent comme des entreprises normales. Elles sont à capitaux d'État. La Poste complètement, à France Télécom il y a eu un peu d'accès du privé, mais tout de même ça reste des entreprises d'État, mais qui se conduisent commercialement de manière efficace. Vous avez également créé le RMI et la CSG. Alors le RMI d'une part, et puis la CSG qui est une contribution à la justice fiscale quand même, elle est moins injuste que les cotisations exclusivement assises sur le salaire qui finançaient l'assurance maladie avant. Alors c'est à cette époque-là que vous avez créé l'ISF pour financer le RMI, je crois. Non, ça n'a rien à voir. Le RMI est financé sur le budget global, qui est une caisse unique dans laquelle tous les impôts tombent. En ce qui concerne l'ISF, il avait été créé en 1981.
supprimer complètement, ce qui était une faute. On aurait pu le réduire beaucoup, mais il y avait un intérêt à garder même un impôt statistique pour des raisons de recouvrement, etc. Chirac l'a complètement supprimé en 86, il a fallu le refaire, et c'est moi qui m'en suis chargé, mais je l'avais par prudence plafonné, et ma loi prévoit que la somme, prévoyait, c'est en 88, que la somme de l'impôt sur le revenu plus de l'impôt de solidarité sur la fortune ne devait pas dépasser 75% du total des revenus de l'année. Et curieusement, c'est M. Balladur, enfin c'est M. Juppé, Premier ministre, et Balladur, ministre des Finances, qui ont supprimé ce plafonnement, ce qui rend maintenant l'impôt extrêmement désagréable et largement dissuasif. Il y a un certain nombre de contribuables qui ont quitté la France pour s'installer fiscalement ailleurs, pour fuir ça. Je pense que c'était une faute. Mais je suis content de l'avoir refait comme je l'ai fait. Il était tolérable à ce moment-là. Alors aujourd'hui, Michel Rocard, les choses n'ont pas toujours l'air d'évoluer dans le bon sens. On s'aperçoit que la fracture sociale est de plus en plus forte. Quel est votre sentiment? Alors écoutez, de 1945 à 1975, le capitalisme d'après-guerre était formidable. Il provoquait partout, Amérique du Nord, Europe, France comprise, et Japon, une croissance rapide, 5% l'an en moyenne, une absence totale de crise financière, il n'y avait que des faillites nationales vite cautérisées, et puis surtout le plein emploi. On ne connaissait pas de pauvreté de masse dans les pays développés, et les mots travail précaire ou petit boulot n'existaient pas, parce qu'on n'y avait pas recours. 30 ans après, tout a changé. Nous avons entre 12 et 15% de travailleurs précaires dans tous nos pays. Il y en a 2 fois ça au Japon. Il y en a 17 à 18% aux États-Unis, une bonne dizaine de pourcents en France, une douzaine de pourcents en Grande-Bretagne. Et en plus, on n'arrive pas à résorber le chômage là où il est important. Et la somme des pauvres, c'est-à-dire des gens exclus du marché du travail complètement, plus les précaires, qui eux sont sur le marché du travail bien sûr, plus les chômeurs, cette somme fait à peu près 25% de nos populations dans tous nos pays. Le problème concerne la France puissamment, puisqu'on a 8% de chômeurs et 12% de précaires, ça fait déjà 20%. Rajoutez quelques pourcentages de pauvres, nous sommes au quart de la population qui est en situation impossible. C'est tragique, mais c'est une évolution de tout le capitalisme occidental. Il n'y a pas de solution purement française, et c'est largement lié à la réduction massive de la part des salaires et des revenus de sécurité sociale dans le produit brut. Cette part des salaires a baissé de 10% en 25 ans. Que milliers de milliards de francs. Alors aujourd'hui, Michel Rocard, le problème du logement, des mal logés, c'est une véritable catastrophe. On peut se souvenir, il y a quelque temps, de la rue de la Banque. Les marchands de sommeil exploitent le filon, si je puis dire. Au niveau du logement, oui. Mais ça, c'est un problème spécifiquement français, dramatique, mais pas absolument énorme. Avec une forte volonté politique et un gouvernement plus à gauche, ce serait soluble. Parce que c'est purement français. Le drame qui n'est pas purement français, lui, c'est le drame général de l'insuffisance de pouvoir d'achat. Nous, si en 2005, on avait partagé notre produit national selon les mêmes pourcentages qu'en 1981, le produit national lui-même ayant beaucoup augmenté, nous aurions eu 150 milliards d'euros, 150 milliards d'euros, ça fait 1100 milliards de francs, de plus de cotisations sociales et de salaires, et par conséquent on aurait eu 130 à 140 milliards de plus de consommation, ce qui veut dire quelque chose comme 2 points de croissance de plus et 1,5 million de chômeurs en moins. Vous voyez, le dégât, il est là. Un autre problème, c'est la santé, la sécurité sociale. On a l'impression que les RMistes, eux, vont aussi payer pour d'autres malades. C'est un système qui se dégrade. La maladie, c'est ce qu'il y a de plus désagréable à supporter, et je comprends très bien que devant le progrès absolument constant de la médecine, tous les habitants de l'Hexagone, tous nos habitants français et étrangers, veuillent être soignés avec les meilleures techniques du moment. Ce qui crée une demande de soins énorme et croissant très vite. Et ça aussi, c'est soluble. Je n'aime pas la solution des franchises, et j'aurais préféré des accords professionnels pour chacune des 70 professions médicales et paramédicales, car il y en a 70 ou 71, je ne sais plus très bien. Il faut des accords pour que les médecins auto-limitent leur propension à donner des médicaments.
Nos ordonnances valent 2,5 fois à 3 fois le volume de l'ordonnance moyenne dans les autres pays d'Europe. On n'est pas en meilleure santé pour autant. C'est une bizarrerie culturelle franco-française à laquelle il faut mettre fin. Et ça devrait se négocier par profession avec les agents médicaux ou paramédicaux et un accord de chacune des professions pour que soient récupérés les surplus par rapport au coût moyen d'une thérapie. Parce qu'on le connaît, le coût moyen d'une thérapie efficace. Et il est bien inférieur à ce qu'on paye. J'aurais préféré une technique de ce genre que d'ailleurs j'avais commencé à mettre en place, mais je n'avais eu le temps de faire que 3 professions sur 70. C'est le Grand Forum Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Michel Rocard. On marque une pause. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Fréquence Évasion. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, info, musique, interview et détente. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours dans le Grand Forum. Alors, nous parlions il y a quelques instants de la sécurité sociale, parlons de la retraite. Il y a quelque temps, il y a eu des mouvements de mécontentement pour les régimes spéciaux. Quel est votre sentiment justement sur ces réformes du gouvernement Sarkozy en matière de retraite? La position est très simple. Comme tout le privé, plus tous les fonctionnaires sont passés à 40 ans de cotisation, et que d'autre part, les régimes spéciaux, qui sont à 37 ans et demi de cotisation, ont des déficits effroyables pour des raisons démographiques. Ils ont tous beaucoup plus de retraités que d'actifs. Tous. Il était nécessaire de réformer. Mais dans chacun de ces régimes spéciaux, le fait que la retraite était bonne fait partie des avantages de la profession. Donc il n'est pas question de faire ça sans chercher des compensations à leur donner. Et naturellement, ces compensations, ça peut être des accélérations de carrière, ça peut être des facilitations de la disponibilité, ça peut être des encouragements à aller créer sa propre entreprise en sortant, ça peut être beaucoup de choses. Mais ces compensations, elles se trouveront régime par régime, naturellement. Mais enfin, métier par métier, plus exactement. Et c'est tellement évident que je ne comprends pas pourquoi le gouvernement a eu l'idée bizarre de les attaquer tous à la fois et de prétendre régler le problème par la loi. Parce que la loi ne permettait pas de chercher des solutions régime par régime, du point de vue des compensations à donner. Et d'autre part, il vaut mieux négocier un accord, même si on y prend un peu plus de temps, que de tenter de passer en force ce que le gouvernement a essayé. Je désapprouve donc profondément la méthode. Parlons de l'Europe en quelques mots. Que pensez-vous du nouveau traité européen simplifié? C'est une petite chose. Il est réduit à une facilitation des processus de décision en Europe. Mais ça, c'est bon. On en avait absolument besoin. Notre système de décision était beaucoup trop lent. Et donc, j'espère qu'il va être ratifié parlementairement aussi vite que possible, sans faire autant de conflits symboliques qu'on en a fait sur le précédent, la symbolique dépassant largement l'enjeu du sujet. Parce que malheureusement, l'Europe politique reste morte. Il faut toujours l'unanimité pour bouger en politique étrangère. Il faut l'unanimité à 27 nations pour faire n'importe quelle opération militaire humanitaire et rien du tout dans le non humanitaire. Il n'y a pas d'Europe politique et on en reste là. Et le traité n'apporte aucun remède à ça. Le traité améliore le fonctionnement de l'Europe économique et financière. Alors pour l'Europe, Michel Rocard, on vous connaît aussi pour votre prise de position contre les brevets logiciels. Oui, ça c'est autre chose. C'est largement européen par obligation de compétence, mais c'est un problème mondial. Et c'est le problème de savoir si la matière grise, les produits du cerveau humain peuvent faire l'objet d'un brevet, c'est-à-dire d'un monopole temporaire, d'une soustraction à la concurrence. On a accepté ça dans l'industrie chaque fois qu'il est établi que pour l'invention dont on parle, il a fallu, pour la mettre au point, consommer de l'énergie, consommer de la matière et utiliser des outillages coûteux. Et tout ça est à rembourser, le brevet sert à ça, on n'a pas trouvé autre chose. Mais pour tout ce qui est pur produit de l'esprit humain, on avait bien longtemps avant inventé le droit d'auteur. Et je fais partie de ceux qui plaident que le droit d'auteur doit suffire à valider le talent et à rémunérer les talents des créateurs de logiciels qui sont des mathématiciens travaillant avec un papier et un crayon.
puis un ordinateur, bien sûr. Vous êtes également à la base de nombreuses actions de prise de position pour le développement et la coopération des pays d'Afrique. Oui, tout à fait. Là-dessus, bon, l'Afrique, elle va un peu mieux, au sens où sa croissance se développe un peu, tirée par l'explosion mondiale des prix des matières premières. Mais il y a 40 pays d'Afrique qui n'en profitent pas. Et dans les pays vraiment pauvres, la situation se détériore, la pauvreté grandit. Nous ne savons toujours pas transmettre les recettes du décollage, les recettes du développement. Il faudrait aider bien davantage des petites et moyennes entreprises à se créer. Et ça, nous avons du mal à le faire, nous ne savons pas bien le faire. Aujourd'hui, Michel Rocard, que pensez-vous de la politique de Nicolas Sarkozy en matière d'immigration et la loi Hortefeux sur les tests ADN? On estime qu'il y a entre 5 et 10% des enfants de France qui ne sont pas du père matrimonial. Et c'est la raison pour laquelle la loi, comme la justice, avait sagement décidé jusqu'à présent qu'on ne se servirait des tests ADN que pour la criminalité ou pour trancher des conflits ouverts dans les familles, quand quelqu'un porte plainte contre quelqu'un d'autre. En faire un test systématique était ultra dangereux et a été refusé partout. Au point d'ailleurs qu'au Parlement, beaucoup de consciences ont dit ça, à droite comme à gauche. Il n'y a pas que la gauche dans cette affaire. C'est pas un problème principalement gauche-droite, c'est un problème de morale collective. Le fait d'admettre les tests ADN, même facultativement, pour les familles d'immigrés, crée un précédent dangereux parce que ensuite, supposer des conflits, une famille d'immigrés installée, qui est venue avec son test ADN, et puis 10 ans après, il y a un conflit en paternité. On va avoir recours au test ADN pour le trancher, test obtenu dans des conditions non conformes à l'état de crise, au terme duquel on l'acceptait avant. Ça va, de manière rampante, contaminer le droit interne. Ça reste très dangereux. Je suis très hostile à ça. Vous faites partie de la Commission des Affaires étrangères et la sous-commission de la sécurité et défense. Quelles sont les actions que vous menez au sein de cette commission et de cette sous-commission? J'ai beaucoup étudié le dossier turc et je me suis prononcé fermement pour l'adhésion turque, mais sous la condition que la Turquie se transforme, ce qu'on saura dans 10 ans. C'est vain d'en parler maintenant, parce que dans les conditions actuelles, elle ne nous ressemble pas assez pour pouvoir rejoindre. C'est que ces réformes intérieures vont la transformer. Si dans 10 ans, elle s'est mise à nous ressembler un peu plus, il serait salubre pour la paix régionale et pour son développement et pour nos intérêts, il serait salubre qu'elle entre. Mais personne ne peut garantir que ce sera fait. Je me bats pour éviter l'opposition a priori avant. Alors, 2 points obscurs, c'est la reconnaissance du génocide arménien et Chypre. Oui, ça fait partie des négociations. L'affaire arménienne ressemble beaucoup au problème de Vichy pour la France. C'était un examen de conscience nationale de reconnaître que oui, c'était quand même la France sous Vichy, même si De Gaulle avait dit que c'était plus la France. Nous avons mis 30 ans à y arriver. C'est dire les sensibilités. Il faudrait que les Français comprennent que les Turcs sont devant ce même problème, mais c'est indispensable qu'ils y arrivent. Il faut les y aider dans le calme et cesser de les enguirlander tous les 3 jours. Alors aujourd'hui, Michel Rocard, quels sont vos projets? Alors aujourd'hui, mon principal sujet est autre. Je voudrais diffuser l'information et aussi mon inquiétude sur l'équilibre financier du monde. Nous sommes peut-être, avec la crise des subprimes américains, entrés dans l'amorce d'une grande déstabilisation de tout le système financier mondial. C'est extrêmement lourd. Il faut savoir que la dette américaine a dépassé 39 000 milliards de dollars, c'est-à-dire pas loin de 4 fois son produit national brut. Cette dette ne sera jamais remboursée. Et le système mondial tient sur le fait que les Américains réussissent à emprunter 2 milliards de dollars par jour. 2 milliards de dollars par jour, dont ils empruntent 95% en Asie, et près de la moitié à la seule Chine. Ce système ne me paraît pas pouvoir tenir très longtemps, et il me semble prudent d'avertir les gouvernements qu'il faut se préparer à inventer autre chose. Et il n'y a pas un moyen de réagir? C'est pas l'affaire de moyens, c'est d'abord une affaire intellectuelle. Il faut comment réagir, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il faut bien sûr que les Américains se reprennent en main et aient des politiques plus responsables. Clinton avait un peu commencé à le faire. La dette se stabilise, elle baisse pas, mais elle se stabilise. Mais ça ne suffit pas. Mais il faut surtout des règles du jeu mondial et il faut revenir à
Vous vous rappelez qu'après la guerre, il y avait eu une grande conférence mondiale qu'on a appelée celle de Bretton Woods, c'est le nom de l'endroit où ça se passait, les bois Bretton. Il nous faut une deuxième conférence mondiale de cette nature pour tenter de trouver des solutions à tout ça. Michel Rocard, merci d'avoir participé à ce grand forum Fréquence Évasion. Je vous en prie. Et nous, on se retrouve pour un autre grand forum Fréquence Évasion. À très bientôt.